Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à la Ferté-Bernard pour cette première table ronde Planète et Psychologie. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ce soir pour 1h30 d'échanges, nos spécialistes, vous, le public, et des dizaines de personnes en train de se connecter actuellement sur notre chaîne YouTube de Planète Sciences Sarthe. Un grand merci à vous pour votre mobilisation, à nos bénévoles, nos permanents, aux associations qui sont nombreuses ce soir pour avoir diffusé cette table ronde dans vos réseaux. Un clin d'œil particulier à l'Association française d'astronomie qui a envoyé l'information à 11 000 de ses adhérents. Donc là, on a pas mal de gens qui se connectent en direct. Merci à la librairie Papyrus qui va vous présenter les ouvrages de nos 3 auteurs. Donc en fin de table ronde, vous pourrez découvrir leurs ouvrages à la sortie juste en face. Merci à nos soutiens. Alors nos soutiens, je voulais remercier la région, le Fonds de développement de la vie associative et merci aussi à la commune, à la ville de la Ferté-Bernard pour son soutien et nous avoir donné l'occasion de créer ce moment de rencontre avec une expression libre et de qualité. Avant de passer la parole à nos invités, je souhaite remercier doublement notre commune pour son engagement sur un sujet environnemental qui a donné exemple depuis 2 ans. Il y a une pollution qui disparaît instantanément quand on appuie sur un bouton. Et aujourd'hui, il est de nouveau possible, 80 ans après l'arrivée de la fée électricité, de pouvoir admirer la Voie lactée au cœur de notre ville, avec des retours inattendus, comme les lucioles dans nos jardins. Je trouve que c'est un bel exemple de sobriété joyeuse. J'ai l'honneur maintenant de présenter notre chef d'orchestre, qui va animer cette soirée, nous rappeler la problématique qui nous anime, présenter nos invités et relayer les questions dans le public et questions en direct sur la chaîne YouTube. J'ai souhaité être accompagné ce soir d'une spécialiste des mots, du langage, habituée des tables rondes et des concepts, Virginie, psychologue et modératrice de notre table ronde. Virginie, c'est à toi. Bonsoir et merci Mickaël. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je voulais remercier d'abord Planète Sciences d'avoir initié cette soirée Planète et Psychologie. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. En fait, l'idée ce soir, c'était vraiment d'explorer le lien étroit qu'il pouvait y avoir entre l'urgence climatique planétaire et en même temps l'engagement et le fonctionnement de l'être humain. C'est pas une question qui va de soi. Et pour que la planète finalement continue à pouvoir tenir cet équilibre autour de la biodiversité et du climat, cet espace finalement et cet équilibre fragile, dans les prochaines années, et nos prochaines années, vont être cardinales et nos comportements vont l'être aussi. Finalement, on fait le constat, et on va un peu refaire le constat ce soir avec nos invités, que ce qu'amènent les scientifiques depuis finalement plusieurs dizaines d'années de ce qui se passe et des modifications. Et la question qu'on va se poser ce soir, c'est un peu qu'est-ce qui fait, nous en tant qu'êtres humains, qu'on a du mal à s'engager pour permettre au climat finalement et à la biodiversité de pouvoir continuer à vivre pleinement et à trouver cet équilibre entre les différentes espèces. Alors, comment on peut envisager aussi de nouvelles perspectives et lesquelles? C'est aussi ça, parce que le constat peut être parfois un peu anxiogène, peut parfois un peu être terrifiant, mais l'idée c'est aussi de se dire que l'être humain a de grandes capacités de créativité et comment on peut aussi, nous, en tant qu'être humain, répondre à ces questions-là qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, c'est pas moi qui vais parler de tout ça, il y a des professionnels bien plus chevronnés que moi. Pour explorer toutes ces questions ensemble, j'accueille d'abord Thierry Ripoll. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université d'Aix-en-Provence, professeur en psychologie cognitive. Vous avez aussi publié 2 ouvrages. Un qui s'appelle « Pourquoi je prends ma douche en 3 minutes de trop », c'est ça. Et un deuxième ouvrage qui est « Pourquoi détruit-on la planète ?» Notre deuxième invité,
c'est vous, David Fossé. Vous êtes docteur en astrophysique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Et vous avez publié et vous êtes auteur d'Exoplanète. Et vous allez aussi devoir nous quitter à 22h pile, donc je tiens à excuser M. Fossé de son départ discret pendant que nous serons en train de faire la conclusion. En troisième personne, j'accueille Alban. Alors Alban, on a le plaisir de se connaître par ailleurs. Albin Wagner, tu es professeur à l'ICAM de Lille, l'Institut des Arts et Métiers. Tu es aussi auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont les 2 derniers notamment, c'est Blablabla, En finir avec le bavardage climatique et Éco-archi. Donc voilà pour la présentation en tout cas de nos 3 invités qui vont échanger avec vous ce soir. Pour débuter, ce que je vous propose, c'est déjà un temps, nous, sur la table ronde de questions-réponses, et après on échangera avec la salle et les internautes. La première question que j'ai envie de poser, j'ai envie de la poser à M. Ripoll finalement, sur cette question. Est-ce que vous pourriez finalement succinctement nous faire un état des lieux du contexte climatique et de la biodiversité aujourd'hui ? Ok, alors tout de suite je voudrais préciser, parce qu'il y a marqué écologue sur ma présentation. En fait, comme Virginie l'a dit, je suis professeur en sciences cognitives, mais il se trouve que je suis écologue de terrain depuis longtemps. Mais je ne voudrais pas usurper un titre que je n'ai pas. Voilà. Alors je vais aller très vite, parce que peut-être le plus intéressant, ce sera après, mais quand même, je définis un peu les choses. Alors, quelles sont les menaces et la situation actuelle? Alors, celle dont on parle le plus, c'est le réchauffement ou le changement climatique. Bon, je crois que vous êtes tous au courant. Il y a peut-être des gens qui sont climato-sceptiques, donc peut-être qu'on pourra interagir avec eux après. Il y en a toujours. Hein. Quelques mots là-dessus. En fait, il faut savoir que dans l'histoire du vivant, aussi longtemps qu'on puisse revenir aux premières étapes de la vie sur Terre, les modifications de climat ont toujours joué un rôle absolument énorme dans l'évolution du vivant. Vous savez qu'il y a eu des extinctions de masse préalablement, et elles sont d'une manière ou d'une autre liées au climat. Donc le climat, effectivement, est quelque chose qui nous impacte de manière très directe. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, et là le consensus est total, contrairement à ce que les gens imaginent parfois, le consensus parmi les climatologues est de l'ordre de 98% qui sont convaincus d'une relation de cause à effet entre l'activité humaine et le réchauffement climatique via les émissions de gaz à effet de serre. Ce que l'on sait, c'est que si l'on continue sur la trajectoire actuelle, en 2100, la température pourrait s'élever entre 3 et 7 degrés par là, ce qui est absolument énorme. Alors, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, on se dit, mais bon, 3-4 degrés, finalement, c'est pas gigantesque. Sauf que 3-4 degrés, ça aurait un effet global sur l'écosystème Terre qui serait tel que la plupart des organismes vivants, et notamment nous-mêmes, en serions directement affectés. Pour vous donner une petite idée, 3 degrés, c'est la calotte glaciaire du Groenland qui disparaît complètement, avec des effets absolument énormes, notamment en termes de montée des eaux. Alors, concernant la montée des eaux, qui est liée au réchauffement climatique, on a l'habitude de dire que ça croît à peu près maintenant de 3-4 mm par an. Donc là encore, on se dit 3-4 mm par an, c'est vraiment pas grand-chose. C'est à peu près 20 cm depuis le début du XXe siècle. Mais en réalité, c'est énorme. C'est énorme, et une élévation de la température de 7 degrés conduirait à rendre impossible la vie d'à peu près 1,5 milliard d'habitants qui vivent en situation côtière. Donc c'est considérable. Et là, je voudrais juste ajouter un petit point qui est d'ordre plutôt psychologique, c'est que le phénomène auquel on assiste en ce moment, il est d'une rapidité incroyable, telle qu'on n'a jamais observé sur Terre, excepté peut-être quand un astéroïde nous tombe dessus, donc des événements catastrophiques, mais l'évolution du climat se fait actuellement à une vitesse absolument incroyable. Et nous ne le percevons pas si facilement que ça,
Alors évidemment, vous avez eu le sentiment d'avoir chaud l'été dernier, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit de manière très claire. C'est quelque chose qui reste abstrait, et c'est la raison pour laquelle on a du mal à réagir. Je veux dire que, ici, dans cette salle, vous n'êtes pas en train de souffrir du réchauffement climatique. Et dans votre vie de tous les jours, vous n'en souffrez pas beaucoup. Et pourtant, le phénomène est énorme, parce qu'il y a un grand contraste entre notre appréhension de phénomènes qui sont très très lents à notre échelle, mais qui sont très rapides à l'échelle du temps géologique. L'autre problème fondamental qui est lié à l'activité humaine, on en parle souvent moins, mais c'est très important, c'est la perte de biodiversité. Alors, dans le vivant, il y a toujours des espèces qui ont disparu et qui ont apparu, c'est un phénomène normal, sauf que le rythme auquel les espèces disparaissent du fait de notre activité est de l'ordre de 100 fois à 1000 fois supérieur à ce qui devrait être en situation normale. Donc il y a une accélération monumentale de la disparition des espèces. Il disparaît à peu près, l'estimation est complexe, mais aux alentours de 20 à 30 000 espèces chaque année. Et quand elles ont disparu, elles ont définitivement disparu, bien sûr. Et on considère que 1 million d'espèces sont en voie d'extinction. Donc c'est une réduction de la biodiversité que l'on peut regretter pour des raisons philosophiques, pour des raisons esthétiques, mais que l'on peut regretter aussi parce qu'on sait qu'en modifiant totalement le fonctionnement de l'écosystème, on se met nous-mêmes en danger. Pour des raisons qui font que l'écologie, ce sont des relations complexes, et nous faisons partie de ces relations complexes. Dernier point, pour ne pas prendre trop de temps, les scientifiques, alors climatologues, géophysiciens, etc., ont identifié ce qu'on appelle des limites de la planète. Il y a 9 limites de la planète. Par exemple, la quantité d'eau prélevée, l'acidité des océans, l'ozone dans le ciel, le cycle du phosphore, des nitrates, etc., de l'azote. De ces limites, on sait qu'aujourd'hui, il y en a 4 qui ont été dépassées. On a été au-delà de ces limites. Et ce que disent les scientifiques, c'est que si l'on franchit ces limites, il peut y avoir des effets qui sont des effets non linéaires, c'est-à-dire qui s'accroissent d'une manière qui n'est pas régulière, brutale, et qui peuvent conduire à des conséquences totalement irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois que le phénomène est amorcé, c'est très difficile de l'arrêter. Bon, c'est le cas par exemple avec le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère. Le CO2 qu'on est en train de balancer dans l'atmosphère maintenant continuera d'exister dans un siècle, 2 siècles, pour une partie. Donc, je vais m'arrêter là, simplement pour dire que la trajectoire que nous suivons aujourd'hui, elle est strictement intenable. Mais nous avons du mal à la percevoir, nous la percevons intellectuellement, mais nous ne la percevons pas nécessairement émotionnellement, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus parce que c'est très important. Finalement, quand je vous entends parler, je me dis que le concept scientifique, il est assez clair. Enfin, vous dites que les scientifiques sont clairs. La question que je me pose, et je vais t'adresser à toi, Albin, c'est vraiment finalement, en tant que sociolinguiste, et là, je sais que tu as étudié ces questions, qu'est-ce que racontent nos discours, nos récits finalement, sur notre rapport, nous, en tant qu'êtres humains, à l'écologie, au climat et à la biodiversité? Nos discours, ils racontent plein de choses en réalité, c'est-à-dire qu'on voit, l'époque dans laquelle on est plongé fait qu'on a une profusion de discours et de récits qui sont en interaction ou en collision les uns avec les autres. Alors on parlait tout à l'heure de climato-scepticisme, c'est un des récits en circulation sur le climat justement, alors avec des nuances, parfois on va parler de climato-rassurisme, de climato-réalisme, enfin on s'appelle comme on veut, mais globalement c'est un des récits. Il y a des récits de déni, ou en tout cas des récits qui essayent de se dire bon, c'est peut-être pas forcément que nous, ou alors on n'est pas vraiment sûr, on remet en doute le GIEC, etc., etc. Les travaux en fait scientifiques qui, on le rappelle, je le redis parce que avec force, plus on le dit mieux c'est, font objet d'un consensus assez puissant, même si on sait dans les discours climato-sceptiques qu'il y a parfois des relents un peu complotistes sur le fait que
les scientifiques du GIEC feraient exprès de s'en prendre sur leurs résultats, pour arriver en fait à ces résultats-là, et permettre au GIEC de continuer d'exister avec des fonds internationaux. Alors, petite parenthèse, quand on sait à quel point c'est compliqué déjà de faire converger 3 ou 4 chercheurs dans un laboratoire, des milliers dans le monde, ça me fait beaucoup rigoler. Mais bon, bref, c'est une question de réalité aussi. Alors il y a d'autres discours en circulation, il y a les discours de greenwashing, qu'on connaît aussi, où en fait certaines activités économiques, certaines entreprises par exemple, ou institutions, vont en fait tenter de masquer finalement leur inaction climatique et vont essayer surtout de transformer en fait, cette inaction en mots et de montrer qu'en fait au final si ils font quelque chose. Donc évidemment on perçoit souvent cet écart-là et c'est à partir du moment où on perçoit un écart entre les actions et les discours qu'il y a greenwashing. Il y a aussi le discours qui est le discours du progrès, très 20e siècle, le discours du technosolutionnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plein de gens qui vous disent « vous inquiétez pas, oui c'est la crise, mais on va trouver les solutions techniques. En gros, on va trouver les bons boutons sur lesquels appuyer pour tout effacer, tout éteindre. » Alors là aussi, non seulement ça résulte d'une philosophie du progrès qui est très, très ancienne, sur le fait que le progrès va forcément vers des bonnes choses, exclusivement, et qu'au final, l'intelligence humaine et sa capacité à créer de la technique permettra de résoudre tous les problèmes. C'est un acte de foi à ce stade, puisqu'effectivement le problème est effectivement beaucoup plus complexe à régler que d'appuyer sur un bouton, effectivement. Et donc ça aussi, ce sont des discours qui sont un peu compliqués. Mais il n'y a pas que cela. Et en France notamment, il y a eu pas mal de débats sur la nourriture, parce que parmi justement les leviers d'action pour essayer de réduire l'émission de gaz à effet de serre, il y a celui de changer d'alimentation. Et c'est un gros sujet en France, l'alimentation, la gastronomie, la bouffe, le terroir, etc. Ce sont des sujets d'identité culturelle, ça c'est très important, on pourrait revenir après j'imagine, mais ces questions en fait, de discours montrent à quel point on est touché aussi dans notre manière de vivre et de s'imaginer les choses. Et ce que moi j'appelle la bouffopolitique, c'est-à-dire que vous avez des affrontements très polarisés entre justement les tenants d'un régime vegan ou végétarien d'un côté, et de l'autre ceux qui tiennent absolument à leur beefsteak tous les midis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça polarise évidemment les débats, même si on voit aussi que sur ce terrain-là, on voit des grands chefs, d'ailleurs étoilés parfois, aller de plus en plus vers des cuisines plus végétales, enfin essayer de mettre en valeur des produits différemment. Donc ça touche vraiment tous les domaines de la vie quotidienne, c'est ça que je veux dire. Même ceux qui se paraissent les plus anodins, les plus normaux. Je pourrais continuer, je vais essayer de ne pas être trop long, mais il y a aussi deux autres types de discours sur lesquels je voudrais m'arrêter avant de laisser la parole à Virginie, et qui sont des discours de bonne foi, de bonne conscience souvent, qui sont en circulation. Le premier, c'est le colibrisme, le fait de dire que les éco-gestes vont suffire et qu'il faut qu'on fasse tous ce qu'on peut à notre mesure. Ça ne suffira pas. Et surtout, ça rejette très souvent, ça on le voit en analyse sociolinguistique, ça rejette très souvent la faute sur les individus seuls. Voire, ça les conduit, et si vous êtes sensible à ces questions, vous l'avez peut-être déjà fait, je l'ai forcément déjà fait, ça les conduit à s'affronter, à se comparer. Moi je fais ça, tu devrais le faire aussi. Moi je me dis sous la douche. Oui, mais moi j'en ai un tupperware ce midi. Oui, mais moi je mange pas de viande. Enfin, et en fait, les gens se comparent, et on revient sur des notions de compétition individualiste, et ça ne résout rien. Et ça refragmente encore la société qui a besoin justement de corps. Donc ça c'est un problème, et le dernier sur lequel je voudrais m'arrêter, parce qu'il est aussi important, et qu'il est aussi en circulation dans les sphères militantes, c'est le discours collapsologiste, qui en réalité est un discours un peu naïf, très informé par la science en revanche, naïf dans le sens où souvent les collapsos vont faire circuler le fait que, ok c'est fichu, c'est foutu, il va y avoir en fait une catastrophe, mais une fois que la catastrophe sera passée, on va reconstruire des sociétés différentes. Sauf que la catastrophe, elle ne va pas passer. C'est pas un météorite qui tombe, c'est pas comme dans un film, il se passe quelque chose et après il y a le jour d'après. Le changement climatique, il va se poursuivre, si on n'arrête pas, évidemment, sur des dizaines, voire des centaines d'années en réalité. Et surtout, les discours collapsos font l'impasse. Je rappelle, parmi les discours collapsologues, vous avez des discours plus survivalistes, donc les gens qui vont vous dire, ok, on va réinvestir la nature, habiter dans la forêt, etc., revenir aux basiques. Sauf que ça exclut les personnes qui ne sont pas forcément valides, physiquement et psychiquement, ou les personnes les plus vulnérables. Et en fait, en réalité, évidemment, on ne s'en sortira pas comme ça. Donc on voit qu'il y a une profusion de récits, en réalité, en réaction au changement climatique,
et qu'on a du mal pour l'instant encore, mais ça viendra peut-être, à trouver les bons récits fédérateurs et mobilisateurs. Là où ce à quoi je suis sensible dans ce que tu dis, c'est sur la notion de fédérer finalement. C'est-à-dire que je trouve que là, il y a quelque chose qui a un point, ou en tout cas quelque chose d'essentiel, c'est qu'on entend bien dans ce que tu dis, Albin, qu'il y a une multitude de manières de penser le monde, et du coup, là finalement, il faudrait un peu qu'on puisse pouvoir penser le monde de manière un peu dans une même direction, avec un but qui soit un peu commun. Alors, ce qui me venait en tout cas en t'entendant, et peut-être que je vais revenir vers vous, Monsieur Ripoll, c'était, on a du mal finalement à trouver ce côté un peu fédérateur, parce qu'on est pris chacun dans, tu parlais de compétitivité un peu les uns avec les autres, même face à l'écologie, où ce serait plus facile finalement qu'on essaie de trouver des choses à faire ensemble, mais comment on peut expliquer du coup, d'un point de vue des sciences cognitives, que l'être humain soit quand même encore dans une conduite de détruire la planète? Est-ce que simplement le fait qu'on ait des difficultés à fédérer soit une réponse, ou est-ce qu'il y a d'autres réponses à ça dans notre fonctionnement propre à nous? Même si vous avez commencé un peu à dévoiler des réponses à ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous en parliez un peu plus, parce que je crois que c'est ce qui nous réunit aussi là. Ok, alors je vais essayer de faire simple, parce que la réponse est complexe en réalité. Mais effectivement, il faut faire ce constat évident. Je veux dire, si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes intéressé par l'écologie, en tout cas, vous êtes préoccupé par la crise environnementale. Mais je pense que chacun d'entre vous a conscience de ne pas se comporter comme il faudrait. Bon, en tout cas, je peux, si ça vous met à l'aise, je sais que je ne me comporte pas comme il faudrait que je me comporte, par rapport aux objectifs que j'ai. Donc, on peut sans problème, en tout cas dans nos sociétés occidentales, faire le constat que nous sommes très nombreux à avoir une conscience écologique développée, à être préoccupés par le problème de l'écologie et à ne pas mettre nos actes en conformité avec ce que l'on penserait être raisonnable. La question, c'est pourquoi? Alors, vous avez deux types de réponses. Il y a ceux qui vont vous dire c'est la faute de l'individu, c'est même la faute de son cerveau. Par exemple, Sébastien Boller tient ce type de discours, et je tiens moi-même un discours qui se rapproche par certains aspects de celui-là. Et puis vous avez un autre type de discours qui est quasiment l'opposé, avec des conflits entre ces représentants de ces courants d'idées, qui consiste à dire « mais non, c'est pas du tout la faute de l'homme », c'est une version très rousseauiste là, « c'est pas du tout la faute de l'individu ni du cerveau, c'est la faute de la société ». C'est la faute du libéralisme, du capitalisme, de la finance internationale. Et les gens se chamaillent en disant « mais non, mais soit c'est l'un, soit c'est l'autre ». Mais non, c'est pas l'un, et c'est pas l'autre, c'est les deux. Et donc, je vais essayer, en quelques mots, de vous expliquer pourquoi c'est la prise en compte de ces deux facteurs qui permettent d'expliquer un comportement qui est tout à fait bizarre. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous suicider quelque part. Donc, c'est difficile d'expliquer un suicide. Alors, si je vais comment dire, la manière que j'ai d'appréhender tout ça, c'est une perspective qu'on appelle évolutionniste, c'est-à-dire inspirée en quelque sorte de théories darwinistes en biologie, avec cette idée forte que l'on pourra discuter, c'est que notre cerveau, votre cerveau, c'est le même que le cerveau de nos ancêtres il y a encore 30 000 ans. Il n'a pas changé, le cerveau. Depuis 30 000 ans, il n'a pu évoluer quasiment pas. Il a un peu régressé en taille. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais quasiment, c'est le même cerveau. Or, le cerveau que nous avons aujourd'hui n'est peut-être pas adapté pour traiter les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Notre cerveau, c'est le fruit d'une évolution qui s'est passée sur des millions d'années et qui nous a permis d'être extrêmement efficaces et adaptés à un environnement qui était le nôtre au Paléolithique. Mais peut-être que notre cerveau n'est pas adapté pour gérer ce problème majeur que l'on rencontre aujourd'hui, qui est en fait, peut se résumer en un mot, la capacité d'auto-limitation. Est-ce qu'on est capable de s'auto-limiter? Alors, je vais décrire trois problèmes, parce qu'il y en a plein, mais je vais en décrire trois pour vous faire comprendre ce que j'essaie d'expliquer là.
On a des difficultés pour gérer l'abondance, on a des difficultés pour gérer le long terme, et du fait de cette organisation de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a du mal à se fédérer pour gérer le problème de l'environnement. L'abondance, très rapidement. Ben, on ne sait pas gérer l'abondance. Je pourrais vous expliquer pourquoi le cerveau humain, quand on lui donne la possibilité de consommer autant qu'il veut ce qui lui fait plaisir, il va le faire en excès. Pas tout le temps, mais de manière extrêmement fréquente. C'est le problème de l'addiction, tout simplement. Ben, plus ou moins, vous êtes la plupart addicts à la consommation. Enfin, en tout cas, moi, je reconnais que je suis addict à la consommation. Pourtant, je consomme beaucoup moins que beaucoup de gens, mais je sais que je consomme trop par rapport à ce qu'est capable d'encaisser la planète. En fait, pourquoi on n'arrive pas à gérer l'abondance? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu à gérer l'abondance. Quand vous viviez au Paléolithique, la seule chose que vous pouviez surconsommer, c'était de la nourriture. C'est tout. Vous ne pouviez pas surconsommer autre chose. Mais notre société nous donne la possibilité de surconsommer des milliards de choses. Et c'est très difficile d'y résister, d'où le titre de mon dernier livre, « Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop ?» Je prends ma douche 3 minutes de trop. Et j'arrive pas, je résiste pas à quoi? Au plaisir que j'ai à prendre ma douche chaude sur mon corps froid. Et ça, mon cerveau, je sais comment il fonctionne, mais je ne peux pas y résister. Donc ça, c'est un élément très important. C'est ce qui explique notamment que dans notre société, l'obésité est aussi répandue. Premier point. Deuxième point, je parlais de temporalité. En fait, notre cerveau n'est pas capable d'appréhender ce qui est loin temporellement. On appelle ça le problème de la préférence temporelle. C'est ce qui fait que si vous dites à quelqu'un, à un adolescent qui a 18 ans, qui fume un paquet de cigarettes par jour, mais tu sais, dans 40 ans, tu vas avoir un problème. 40 ans? Je m'en fous, 40 ans. Enfin si, c'est important, mais écoute, le plaisir de la nicotine, là, maintenant, 40 ans, on a le temps de voir. C'est pas de la fainéantise, c'est pas de l'irrationalité, c'est que notre cerveau n'est pas capable de gérer le temps long. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'au Paléolithique, un Homo sapiens n'avait pas besoin de gérer le temps long. Donc notre cerveau n'est pas équipé pour gérer le temps long. Alors on est bien meilleur que les chimpanzés par exemple, mais il y a des tas d'expériences qui sont conduites dans mon domaine, en économie, en anthropologie expérimentale, qui montrent que nous nous comportons de manière irrationnelle parce que nous n'arrivons pas à donner l'importance nécessaire aux conséquences lointaines de notre comportement. C'est ce que l'on a entendu pendant les Gilets jaunes, le conflit entre fin du monde et fin du mois. Ben oui, mais la fin du mois, je suis désolé, en termes de survie individuelle, elle compte plus que la fin du monde. Et chacun d'entre nous, on est plus vigilant à la fin du mois qu'à la fin du monde. Et ça, c'est une limitation du fonctionnement de notre cerveau qui varie d'ailleurs d'un individu à l'autre. Troisième point, il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'en ai sélectionné 3, c'est notre capacité d'être altruiste. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'environnement? Le lien il est extrêmement clair. Toutes les expériences qu'on a conduites montrent que quand on gère un bien commun, c'est-à-dire quelque chose que l'on partage et dont on a tous besoin, la planète Terre est un bien commun. Quand on gère un bien commun, il suffit qu'une personne fonctionne de manière égoïste pour que tous les individus se mettent à fonctionner de manière égoïste. Et quand tous les individus se mettent à fonctionner de manière égoïste, on détruit inévitablement le bien commun. En fait, quand je prends ma douche 3 minutes de trop, je pourrais arrêter de prendre ma douche si j'arrivais à être suffisamment altruiste et si j'arrivais à me dire, si tu ne prends pas ta douche aussi longtemps, tu augmentes la probabilité que tes enfants, tes petits-enfants, d'autres humains vivent correctement. Alors que quand je prends ma douche 3 minutes de trop, je fonctionne de manière strictement égoïste avec comme ligne de mire mon seul plaisir immédiat. Alors, pourquoi on peut là encore expliquer ça de manière évolutionniste? Il faut savoir qu'au Paléolithique, les humains
ont réussi, hein, c'est un succès évolutif, Homo sapiens, en grande partie grâce à leur capacité de coopération, d'entraide et d'altruisme. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, toutes les recherches montrent qu'un cerveau humain est naturellement porté vers l'altruisme, la coopération et l'entraide. C'était facile au Paléolithique parce que nous vivions dans des petites communautés de quelques dizaines d'individus jusqu'à 150. Donc tout le monde se connaît. Et quand tout le monde se connaît, c'est beaucoup plus facile d'être altruiste que quand il faut être altruiste pour des gens qu'on ne connaît pas. Et le problème, c'est que notre société, notamment avec la révolution néolithique et ses conséquences, a généré une situation de compétition intraspécifique très très forte, qui fait que le comportement altruiste n'est plus vraiment adaptatif. Et d'être égoïste présente certains avantages dans notre société. Le problème, c'est que c'est totalement incompatible avec la gestion de ce bien commun qu'est la planète. Et c'est même pire que ça, malheureusement, mais c'est lié à l'égoïsme qui a été généralisé dans le fonctionnement de tous les humains, c'est que nous sommes tous en compétition évidente, à la fois à l'intérieur d'un pays et surtout entre pays. La compétition étant dans le meilleur des cas économique et dans le pire des cas militaire. Mais cette compétition qui s'exerce entre les pays nous empêche clairement d'adopter des règles, des manières de réguler notre comportement qui pourraient préserver la planète. Il y a pour moi donc une conjonction entre des caractéristiques, si vous voulez, neurocognitives et des caractéristiques de la société qu'on a créée, qui font que échapper à notre propension à la consommation, échapper à la destruction de la planète, est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Les gens disent souvent, oui, mais il suffirait que les hommes politiques se mettent d'accord. Ouais, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il suffirait que les humains se comportent bien. Ah oui, mais moi j'en connais pas qui se comportent bien par rapport à l'écologie. Hein. J'en connais pas. Et je connais beaucoup d'écologistes. Mais leur bilan carbone, leur bilan en termes de consommation, il est désastreux. Et il est désastreux pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Voilà. Donc le tableau est un peu négatif, mais il n'est pas totalement, mais peut-être que je pourrais m'en expliquer après. En fait, ce qui me vient en vous écoutant, c'est vraiment l'idée que dans notre fonctionnement individuel et cognitif, il y a des biais qui font qu'il y a une forte résistance à pouvoir changer nos comportements. Ce qui me venait aussi, alors c'était pas la question que j'avais prévu de te poser, Albin, mais du coup, dans ma tête, j'étais plutôt partie. Mais tu as répondu sur ta première question, sur la question des climato-sceptiques, mais tu as aussi parlé d'une notion qui me semble assez essentielle sur la question d'identité culturelle. Et ça fait lien avec ce que vous disiez pour moi, Monsieur Ripoll, c'est-à-dire que je me dis, il y a quand même des choses de notre fonctionnement propre, cognitif, mais je me dis, l'être humain est aussi quand même une espèce profondément sociale qui nous a permis de nous développer jusque là où on en est aujourd'hui, et c'est grâce à ces compétences-là qu'on a réussi à résoudre des problèmes et finalement à avancer dans notre évolution. Et je me dis, est-ce qu'à certains moments donnés, l'identité culturelle peut avoir un effet? Tu parlais d'identité culturelle tout à l'heure, je me disais, est-ce que ça peut avoir un effet? Si tu préfères ma question sur le climato-scepticisme. Non, mais je vais pas choisir des questions, heureusement. En fait, c'est intéressant, ça me fait réfléchir et rebondir, parce que je vais revenir d'abord en ricochet sur la notion d'addiction. C'est intéressant, en fait, on n'avait pas échangé avant, et on sait très bien, heureusement, on a des choses en commun sur ce discours-là, parce que hier j'étais à Toulouse pour une autre conférence. On a parlé, ça commence à arriver cette notion d'addiction. Je trouve qu'on en parle de plus en plus, c'est tant mieux. Je reprends l'exemple de la cigarette, c'est un exemple que j'aime bien donner quand j'interviens parce qu'il est assez parlant. On parlait tout à l'heure du GIEC, des chiffres. En fait, ça fait des dizaines d'années qu'on a des études sur études, chiffres sur chiffres, statistiques sur statistiques, qui nous montrent que ça ne va pas, qui nous montrent qu'il faut faire attention, etc.
Alors les chiffres c'est super, c'est un excellent support visuel. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que ça ne sert à rien. C'est évidemment le baromètre incontournable pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je reprends la cigarette. Effectivement, alors, il se trouve que moi, il y a quelques années de ça maintenant, j'ai fumé. Quand on fume, on sait qu'on a des risques. On les connaît, les études sur les différents types de cancers liés à la clope, etc. On les connaît très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de fumer? C'est jamais quand un médecin vous dit, vous savez que vous avez tant de chances de mourir d'un cancer du poumon. C'est pas là que vous allez dire, ah oui, j'arrête alors. Personne ne fait ça. Ce qui se passe, c'est que vous allez vivre des expériences qui vont faire que d'un seul coup, il y aura des déclics qui vont se produire et vous allez arrêter un comportement. Parce qu'on peut aussi, fort heureusement, notre espoir aussi, elle est là, on peut toujours arrêter un comportement problématique. On a la capacité de le faire en réalité. Il y a plein de gens sans doute dans cette salle qui avant utilisaient des emballages, je dis ça parce que c'est ce que je faisais avant, j'utilisais des emballages comme ça, je m'en fichais complètement. Puis je me suis mis à me dire, bon, peut-être qu'il faudrait quand même apporter un contenant au marché, par exemple, ou n'importe quoi. Une fois qu'on a pris une habitude comme ça, on peut prendre de nouvelles habitudes et ça fonctionne. Et quand je reviens sur mon histoire de cigarette, c'est quand on vit des expériences qui sont incarnées, qu'on les vit émotionnellement, physiquement presque. La naissance d'un enfant, la rupture avec un proche, ce que vous voulez, que d'un seul coup on va s'arrêter et que le comportement d'addiction peut disparaître, soit momentanément, soit définitivement, et que du coup on va se retrouver convaincu que là il faut arrêter, parce que j'ai vécu quelque chose dans ma chair qui fait qu'il faut arrêter. D'accord ? Ça c'est important parce que cette notion-là d'expérience humaine, d'émotion, parce qu'en fait finalement dans ce qu'on traite aujourd'hui, la notion du lien entre nous, entre les gens, elle est hyper forte, cette notion-là. On a besoin aussi du lien aux autres, et même si on a du mal à se projeter, on voit bien que ces notions de lien, ces notions de plaisir immédiat, d'identité, sont importantes. Quand je parlais tout à l'heure de l'alimentation, de la nourriture, du beefsteak le midi versus la salade de pois chiches et de patates douces, par exemple. Évidemment, dans nos imaginaires, et c'est ça aussi l'intérêt de l'analyse de discours, parce que moi c'est mon sujet en tant que chercheur, l'analyse de discours permet de comprendre, d'avoir accès à des imaginaires. Et en fait, d'ailleurs, je parle là-dessus parce que par rapport à la culture c'est important, on vit dans une société de consommation, on y est effectivement accro, justement, on a besoin de notre dose tous les jours. Il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Paul B. Preciado qui a écrit un bouquin, Dysphoria Mundi, c'était l'année dernière je crois, et qui parle de ça. On dit souvent que on est dans un système qui nous domine, le système capitaliste libéral nous domine. Il ne disait pas une situation de domination, parce que les situations de domination, elles sont insupportables. Si on était dominé depuis un siècle et demi par un système, il y a longtemps qu'on se serait révolté. Parce que si on était dominé, on se sentirait en fait mal, pas bien, etc. Donc il y a longtemps qu'on aurait changé des choses. Mais c'est pas ce qui se passe. On est accro à ce système-là. Et on en est à la fois les dealers et les addicts. Parce que quand on dit le système c'est qui? C'est nous le système, hein, pour être très très clair. Donc en fait, au final, il y a cette notion-là qui est très compliquée. Comment est-ce qu'on sort de cette logique-là? Alors on a plein d'histoires qui montrent qu'on peut sortir des petites choses, mais ça demande du temps, même si le temps joue contre nous, clairement. Mais donc il y a cet élément-là, il est pour moi assez fondamental. Et je reviens sur mon histoire en fait de société de consommation, parce que, alors en sémiotique pour le coup, ce qui est une des révolutions de la société de consommation, vous savez, c'est l'apparition de la publicité. D'accord? C'est qu'on a d'un seul coup créé, alors il y a maintenant un siècle et demi quasiment, tout un ensemble de moyens, c'est l'avènement aussi du multimédia, etc., qui nous ont permis de trouver des stratégies nouvelles, c'est la naissance de l'affiche d'abord, puis d'autres choses, pour en fait vendre. Et pour vendre des produits, faire consommer, on va vous vendre des imaginaires. Il y a une phrase, alors j'ai plus la phrase exacte, mais c'est un scientifique américain, ou un publicitaire, je crois, américain, qui explique, quand vous vendez une perceuse à quelqu'un, vous ne lui vendez pas une perceuse, vous lui vendez la possibilité de faire un trou. L'outil ne sert qu'à ça. Et avec ça, vous allez vendre un imaginaire. Et pour que la personne achète la perceuse, si c'est un homme par exemple, qui aime bricoler, il faut que la personne soit performante. On va vous vendre un imaginaire de la représentation de la personne que vous avez envie d'être. D'accord? Et peut-être aussi que dans ce cadre-là, ça paraît très contre-intuitif ce que je vais dire, j'en ai conscience, peut-être que justement, les leviers un peu qu'on connaît maintenant de la publicité, du marketing, de la communication, peuvent aussi nous aider à adopter des comportements différents. Je fais écho à une chose toute bête.
L'ADEME vient de lancer une nouvelle campagne en fait, de publicité en fait, pour justement aider les gens à consommer un peu différemment. Et si vous n'avez pas vu le spot publicitaire encore à la télé ou sur les réseaux sociaux, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il est très drôle, avec une personne qui arrive dans un magasin, qui demande à un vendeur, ben voilà, j'hésite entre deux polos, vous me conseillez lequel? Et le vendeur, enfin la personne dans le magasin, lui dit, ben aucun. Ben, comment ça? Et je suis des vendeurs. Et en fait, la pub est vraiment très très marrante. Et donc, avec l'humour aussi, on peut faire des choses. Pour répondre à la question, parce que je promène un petit peu là, je digresse, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses auxquelles on est habitué, des choses auxquelles on est attaché. C'est-à-dire que le modèle qu'on nous a vendu jusque-là, qu'on s'est nous-mêmes vendu, hein, en fait, en réalité, ben, il est incompatible avec ce qu'on rencontre là. Et donc, justement, tout le défi pour moi de la transition environnementale, en réalité, le vrai défi, on parle de transition environnementale dans les entreprises, on va créer de la technique, on va réduire les déchets, etc. Tout ça est très vrai. Mais en fait, le vrai défi de fond, la lame de fond, c'est une transition culturelle qu'on doit faire. Je vais plus loin. Il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà voyagé dans d'autres pays, ou qui ont même changé de pays quelque temps. Quand vous changez de pays quelque temps, d'abord, il y a le plaisir de l'exotisme. On se dit, ah, c'est génial, c'est différent, c'est tellement mieux, ta. Puis au bout d'un moment, on a parfois ce petit truc de « Ah mais quand même, ça me manque ça de mon pays. Là, il y a un truc qui me manque aussi, etc. etc. » Ce qu'on est en train de faire, en réalité, alors c'est sans commune mesure avec les situations d'autres migrants qui est catastrophique, mais en fait, en réalité, malgré nous et contre notre volonté, sans s'en rendre compte, on est en train de migrer. On est tous en situation de migration parce que notre environnement est en train de changer de manière considérable. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on abandonne, alors qu'ils font partie de notre identité, qu'on a connu ça depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, que nos parents ont connu ça, que nos grands-parents ont connu ça. Quand vous avez des agriculteurs d'Occitanie qui sont en train de délocaliser leur plantation d'abricots dans le Saumurois actuellement, parce qu'en fait, d'ici quelques années, ça ne pourra plus pousser, tout simplement, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de terroirs qui vont aussi disparaître. Et donc il faut se mettre aussi dans cette logique, finalement aussi de migration intellectuelle et émotionnelle. Il va falloir qu'on change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi créer beaucoup de choses. C'est aussi le point positif. Ça va nous mettre aussi en situation de création, de créativité, même si c'est par la force des choses. Mais je pense qu'il faut aussi garder en tête toutes ces dimensions-là qui sont assez fines, assez complexes, parce qu'elles racontent des histoires sur qui nous sommes. Mais aussi, maintenant qu'on sait quelle histoire on porte, qui est-ce qu'on a envie de devenir maintenant, avec tout ça, avec ce nouveau monde qui commence à bouger. Donc, c'est très difficile de changer d'identité, c'est très difficile de changer de comportement, de changer de zone d'attachement émotionnellement, parce que c'est aussi ça, on est attaché à des habitudes, on a envie de les lâcher, parce qu'elles nous plaisent, elles nous conviennent. On a rythmé toute notre vie avec ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'un des enjeux forts, et c'est un enjeu humain, et qui, si on est en transition culturelle, il va falloir vraiment remettre le lien social au centre de tout ça, parce que c'est bien ensemble qu'on pourra créer de nouvelles habitudes aussi. Je trouve que tu témoignes assez bien finalement de la difficulté de changer de comportement pour nous, c'est-à-dire et de comment ça fait repère et comment ça peut être rassurant aussi pour nous en tant que personnes. J'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Fossé, qui êtes docteur en astrophysique, parce que finalement, Albin, tu parlais de migration, je me dis, il y a quand même des discours, et on parlait de discours depuis tout à l'heure dans la société, qui viennent nous raconter peut-être cette histoire auquel on aimerait beaucoup croire, que nous pourrions partir explorer une autre planète du système solaire, y habiter, finalement migrer nous aussi, et alors peut-être Albin tu pourrais nous dire pourquoi quelle fonction a ce discours dans la société, mais en tout cas je me tourne d'abord vers vous, en tant qu'astrophysicien, enfin docteur en astrophysique, vous en pensez quoi de cette idée? Oui, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que l'astrophysique peut apporter dans cette histoire. Je précise d'ailleurs, je suis rédacteur en chef adjoint de Ciel Espace, donc petite précision, docteur en astrophysique, merci. Oui, je pense que dans cette problématique, l'astronomie et l'astrophysique peut apporter plusieurs choses. On a parlé d'une part de ce sentiment d'individualisme qui prend le pas et de nécessité d'avoir des discours qui unifient les gens et la société, parce qu'effectivement, on a bien compris que l'individualisme ne
nous sauvera pas dans cette histoire. Et je pense que de ce point de vue-là, déjà, l'astronomie peut aider, ne serait-ce qu'en nous rappelant quelle est notre situation dans l'univers. Je pense que je vais un peu commencer par ça, si ça vous dérange pas, parce que, en 2 mots, vous le savez sans doute, mais on va donner 2-3 chiffres. Donc la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil, qui est une étoile. Une étoile parmi 200 milliards dans une galaxie. Et des galaxies, on pense qu'il y en a dans l'univers observable à peu près une centaine de milliards. Donc, ce qui est en train de se passer, qui est catastrophique parce que ça nous concerne, ça se passe sur une petite planète qui est un résidu de la formation d'une étoile, parce qu'une planète, c'est rien d'autre que ça, un résidu de la formation d'une étoile. Il y en a des centaines de milliards, et donc effectivement, on se dit peut-être qu'on pourrait aller ailleurs pour migrer effectivement sur une autre planète quand la nôtre, on l'aura totalement massacrée, si j'ose dire. Un autre, donc on verra que c'est effectivement un petit peu naïf comme idée. Un autre chiffre à avoir en tête qui est quand même très important, on parle de la vie sur Terre. Donc la Terre, c'est une petite planète en plus dans le système solaire. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. On pourrait mettre 1000 fois la Terre dans Jupiter. Et notre étoile, qui est une petite étoile, on pourrait mettre 1 million de fois la Terre dans notre étoile. Donc on est vraiment sur une petite chose. Et la vie sur cette planète, elle occupe, je vous le rappelle, une toute petite pellicule autour de cette planète. La Terre, ça fait 13 000 km de diamètre. La vie se déploie, on va être large, jusqu'aux plus profondes fosses océaniques, on va dire 10 km de profondeur, 10 000 mètres de fond, et puis jusqu'à l'Everest, 10 000 mètres d'altitude, ça fait jamais que 20 km. Donc si vous prenez une pomme, la pomme c'est la Terre, la biosphère, donc ce que nous occupons, sur cette petit résidu, je vous le rappelle, de la formation d'une étoile, bien sûr, cette pomme, nous, on vit sur l'épaisseur de la peau de la pomme. C'est ça, notre environnement, c'est ça. Donc, c'est important, pour prendre conscience de ce qui se passe, du coup, de comprendre à quel point notre situation est précaire vraiment. Et aussi, voilà, quand on replace ça dans le contexte de la galaxie et même de l'univers en entier, on n'a jamais encore, je vous le rappelle, découvert de vie ailleurs. Voilà, il y a une planète sur laquelle il y a la vie, c'est la nôtre. Peut-être que ça vaudrait le coup de se dire qu'on pourrait essayer de continuer l'histoire tous ensemble, parce qu'on est vraiment sur un petit esquif perdu vraiment dans l'univers. Alors pour répondre directement à votre question sur les rêves de migration, effectivement, vous entendez ça peut-être, ce discours qui est beaucoup porté par Elon Musk, effectivement, qui vient de la science-fiction. Moi j'adore la science-fiction, j'en ai beaucoup lu. Et effectivement, ces fusées, ces voyages dans l'espace, ça fait rêver. Et Mars est une planète en particulier qui a longtemps fait rêver, qui fait toujours rêver beaucoup. Au XIXe siècle, on était persuadé qu'elle était habitée. Jusque dans les années 50, les astrophysiciens pensaient encore voir, en analysant la lumière de Mars, pensaient voir l'activité peut-être de lichens, de végétaux. Donc on a longtemps cru que la vie était apparue sur Mars. Aujourd'hui, il y a des robots qui se promènent, qui font des photos extraordinaires. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, personnellement. Mais on n'a pas trouvé de la vie. Alors, est-ce qu'on pourrait rendre Mars habitable? Parce que si un jour on veut coloniser Mars, aujourd'hui, à la surface de Mars, la pression est 100 fois inférieure à la pression atmosphérique sur Terre. Donc, quand vous êtes sur Mars, c'est comme si vous étiez à 40 000 mètres d'altitude dans l'atmosphère terrestre. Donc, autant dire que vous ne pouvez pas respirer. Il fait moins 60 degrés. Donc là, c'est un petit peu froid. Et c'est une planète dont l'atmosphère est faite entièrement de CO2. Ce dioxyde de carbone, ce fameux gaz carbonique qui nous pose tant de soucis sur Terre. Sur Mars, c'est 96%. Et alors, il fait très froid, parce que l'effet de serre sur Mars est très très peu important, parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'atmosphère est très très ténue. Donc, pour vivre sur Mars, sauf à imaginer vivre dans des bidons pendant toute l'existence, mais je vois mal l'humanité, X milliards d'humains, dans des bidons. Donc on ira peut-être sur Mars un jour pour construire une base scientifique, comme on a une sur l'Antarctique, pardon. Mais pour vivre sur Mars, il faudrait donc terraformer Mars. Terraformer Mars, c'est-à-dire la rendre habitable. Comment peut-on transformer une planète comme ça? Ça veut dire injecter des gaz pour que son atmosphère devienne 100 fois plus dense qu'elle n'est aujourd'hui. Il faut la réchauffer. Il faut réduire considérablement la proportion de CO2 pour remplacer ça par de l'oxygène. Nous, si on veut respirer, il va nous falloir un oxygène. Donc il y a des idées, on peut toujours faire confiance aux ingénieurs, un peu visionnaires, voire un peu fous, et puis c'est intéressant intellectuellement de se dire mais comment je transforme Mars en planète habitable? Simplement, d'abord, ça prendrait
des siècles. Transformer une planète, transformer l'environnement d'une planète, ça prendrait des siècles. Et pour des raisons encore plus fondamentales, probablement qu'on n'y arriverait pas, pour deux raisons principales. D'une part, Mars est une planète qui ne possède, c'est un peu technique, mais c'est intéressant quand même de vous expliquer pourquoi on ne pourra pas rendre Mars habitable. Mars n'a pas de champ magnétique global comme la Terre. Le champ magnétique de la Terre naît dans le noyau de la Terre, qui est un nœud de fer liquide qui tourne, et ça fait un effet dynamo, et c'est ça qui produit un champ magnétique. Mars, qui est une petite planète, elle est 2 fois plus petite, son rayon est 2 fois plus petit que le rayon de la Terre, s'est refroidi beaucoup plus vite que la Terre, donc son cœur n'est plus liquide et cet effet de dynamo n'existe pas. Pourquoi c'est important d'avoir un champ magnétique sur une planète? Parce qu'on vit près d'une étoile, on le rappelle, le Soleil, et le Soleil nous bombarde en permanence de particules énergétiques, des protons, des électrons, peu importe. Et notre champ magnétique nous protège de ces bombardements énergétiques. Et notre atmosphère sur Terre, si elle est toujours là aujourd'hui, c'est en partie parce qu'on est protégé par ce fameux bouclier magnétique. Sur Mars, il n'existe pas. Donc quand bien même on arriverait à injecter de gaz sur Mars, eh bien, en fait, ce serait comme remplir un seau qui fuit, parce que le Soleil, périodiquement, balayerait toute cette atmosphère, et donc impossible de conserver une planète habitable comme ça. Donc Mars ne sera jamais une terre lisse. Alors on peut dire pourquoi pas Vénus, parce que vous savez qu'on a aussi une autre planète qui pour le coup elle a la taille de la Terre, Vénus. Alors Vénus, il fait la pression au sol, c'est 100 fois la pression atmosphérique sur Terre. Donc là, cette fois-ci, c'est comme si vous viviez à 1000 mètres de profondeur sous l'océan. Donc imaginez, c'est un peu compliqué. Et puis il fait 460 degrés. Donc si vous avez fait un gratin dauphinois ou une tarte dans le four, vous savez qu'un four c'est à 200, 250, ça peut monter à 500 degrés quand on est en pyrolyse. Voilà, c'est la température de pyrolyse. Donc vous êtes à 1000 mètres de fond, sur la pression de 1000 mètres de fond, et en plus il fait 450 degrés. Et en plus il n'y a pas du tout d'eau. Alors pour le coup, autant Mars, on sait qu'il y a de l'eau dans le sous-sol sans doute. Il y en a aussi dans les calottes polaires. Et l'eau, on sait que c'est un élément essentiel à la vie. Sur Vénus, il n'y en a pas du tout. Donc, les projets de colonisation dans le système solaire sont pure utopie. C'est pas la peine de rêver à ça. On peut se poser la question plus lointaine. Oui, c'est ça, j'ai envie de vous poser cette question-là finalement, parce qu'il pourrait y avoir, l'univers est vaste, l'idée qu'il y aurait une sœur jumelle de la Terre quelque part, une exoplanète qu'on pourrait coloniser. Est-ce que ça, ce serait plus envisageable finalement, ou actuellement? Alors c'est intéressant, j'ai donné les chiffres sur les planètes, donc encore une fois, 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, seulement dans notre galaxie, et on sait aujourd'hui qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles. Non seulement sans doute une, mais sans doute beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines de milliards, voire peut-être des milliards de planètes dans la galaxie. Et finalement, ça ouvre quand même des possibilités. On peut se dire, bon, il n'y a pas de souci, il doit y en avoir forcément une au moins dans le tas qui puisse être accueillante pour les êtres humains. Peut-être. Et alors là, il y a deux difficultés. D'une part, il va falloir identifier cette planète. Et trouver des planètes dans la galaxie, c'est extrêmement difficile. Une Terre autour d'un Soleil, si vous la regardez de loin, donc si on essaie de trouver une Terre autour d'une autre étoile, l'une des étoiles que vous pouvez regarder ce soir, j'espère qu'il fera beau que vous sortirez, imaginez qu'il y a une planète autour de chaque étoile, mais par contre, le problème c'est que pour la voir, cette étoile, c'est comme si vous tentiez de voir une luciole à côté d'un phare à Marseille. Vous êtes ici, oui, un phare à Marseille, vous essayez de voir la luciole, et c'est ça la prouesse qu'il faut réussir à réaliser pour voir une planète. Alors les astrophysiciens y parviennent, ils ont différentes techniques pour rendre les choses un peu moins difficiles. On en a découvert 5500 aujourd'hui d'exoplanètes. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'on pense statistiquement qu'il y en a des centaines de milliards. Et le problème, c'est qu'on n'en a encore trouvé aucune dont on puisse se dire, tiens, celle-ci, elle pourrait être habitable. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est très difficile de qualifier une planète d'habitable. C'est quoi une planète habitable? Alors, évidemment, on dit, c'est une planète, on pourrait vivre, très bien. Mais la Terre, elle est dans la zone habitable. Dans la zone habitable du Soleil, c'est-à-dire que c'est la distance d'une étoile à laquelle l'eau peut exister. Donc la Terre est dans une zone parfaite. Si elle était plus proche, il n'y aurait pas d'eau liquide parce qu'il fait trop chaud. Plus loin, il n'y aurait pas d'eau liquide parce qu'il fait plus froid. Donc on a découvert des planètes dans les zones habitables de leur étoile. Donc on sait qu'il y a des planètes sur lesquelles, théoriquement, il pourrait y avoir de l'eau. Et c'est un gros théoriquement parce que Mars, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on sait à quel point les conditions sont inhospitalières,
elle est dans la zone habitable du système solaire. Donc, voilà, découvrir une planète dans la zone habitable de son étoile, ça ne garantit pas du tout qu'elle soit habitable. Donc c'est très très difficile de qualifier une planète habitable. Il faudrait à minima qu'on soit certain qu'elle possède de l'eau liquide à la surface, puisque la vie, pour autant qu'on sache, a besoin d'eau liquide. Et ça, on est absolument incapable de dire. Donc on a un problème de cible. Où est la cible? Deuxième problème, c'est les distances. Parce que alors là, vraiment, les distances, c'est considérable. Quand on parle de distance astronomique, c'est vraiment des distances gigantesques. Petit exemple, la plus proche étoile du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure, Proxima, la proximité, c'est la plus proche. Alors on ne la voit pas, on la voit dans le ciel de l'hémisphère sud. Elle est à 4,2 années-lumière. Voilà. Retenez ce chiffre, c'est-à-dire c'est la distance que parcourt la lumière en 4,2 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, la plus lointaine sonde que l'humanité ait lancée, on a lancé une sonde qui s'appelle Voyager 2 en 1977, elle est à, donc c'est 45 ans qu'elle fonce dans l'espace, elle est à 18 heures-lumière. 18 heures-lumière. La plus proche étoile est à 4,2 années-lumière. Donc vous voyez bien qu'on a un petit problème de distance. Une autre façon de le dire, imaginez que le Soleil, c'est un ballon de basket, vous ramenez la taille du Soleil à un ballon de basket, d'accord? La Terre, c'est un petit grain qui n'est pas plus d'un millimètre à 8 mètres de là, d'accord? Et la plus proche étoile, elle est à 2200 km. Ça vous donne une idée aussi des distances qu'il va falloir parcourir. C'est impossible. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, ça ne va pas régler notre problème climatique, parce qu'il y a l'urgence climatique, je le rappelle. Donc cette idée de pouvoir essaimer dans l'espace, peut-être un jour, mais il faudra d'abord qu'on ait résolu nos problèmes sur Terre. Et donc c'est pas du tout une solution. Et puis le troisième, je termine là-dessus, troisième raison pour laquelle c'est difficile, en tout cas, voilà, on n'est pas certain de pouvoir atteindre une planète habitable, c'est que c'est très difficile de qualifier une planète une jumelle de la Terre. Voilà, c'est ça qu'on aimerait, évidemment, une jumelle de la Terre, un endroit qui se ressemble à peu près, en tout cas sur lequel, quand on débarque, on puisse respirer sans casque, sans masque oxygène, je ne sais quoi. Et la Terre, quand on connaît son histoire, tout ce qui fait qu'il a mené à la situation actuelle, on peut se dire que ce n'est pas forcément une histoire qui a pu se répéter souvent. Et bien qu'il y ait des centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie, quand bien même on pourrait les atteindre, vous avez bien compris que ce ne sera pas dans plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années qu'on aura la technologie pour atteindre ces planètes, mais quand bien même on pourrait les atteindre, eh bien, il n'y en a peut-être pas tant que ça, en fait. Il n'y a peut-être pas tant de planètes qui nous soient accueillantes. Et même la Terre, en fait la Terre qui est dans la zone habitable de son étoile, donc qui est habitable et même habitée depuis 3,8 milliards d'années, la vie sur Terre existe depuis 3,8 milliards d'années, sauf que si je vous projette sur Terre il y a 3 milliards d'années, vous allez mourir instantanément. L'atmosphère sur Terre il y a 3 milliards d'années, c'était essentiellement du CO2, il n'y avait pas d'oxygène. Donc la Terre était habitable, elle était d'ailleurs habitée, il y avait la vie sur Terre, enfin, dans les océans, mais vous n'auriez pas pu vivre. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est un pari que personnellement je ne ferai pas. Si je peux juste rajouter un petit truc, je suis totalement d'accord, bien sûr. Je pense que Elon Musk a une culture scientifique en matière de biologie qui est nulle. Il a dû voir trop de Star Wars, en fait. Je pense que c'est son problème. Non, mais parce qu'il faut prendre en compte le fait, on ne réalise pas toujours bien que Homo sapiens, c'est le résultat d'une évolution qui a commencé il y a 3,5 milliards d'années. Donc nous sommes adaptés à notre environnement en raison d'une évolution qui nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut bien voir qu'il suffit de changer un tout petit peu quelques paramètres pour qu'immédiatement la vie ne soit plus possible pour nous. Parce qu'on ne peut pas, on est le résultat d'une évolution très très longue, vous arrivez sur n'importe quelle planète où la vie a pu se développer, mais ce n'est pas pour autant que la vie sera possible pour nous. Parce que nous sommes adaptés à un environnement du fait d'une évolution qui a duré très longtemps. Donc c'est totalement impossible, en dehors, en plus de toutes les difficultés que tu as mentionnées, bien sûr. Pour cette raison-là, c'est pas possible. Moi, je me dis, on vient de passer un certain temps à nommer l'ensemble des difficultés. J'ai un peu envie de finir sur une note positive aussi. Avant de laisser les questions à la salle, et peut-être que vous rebondirez du côté de ces questions
question-là, mais qu'est-ce qui pourrait être construit, qu'est-ce qui pourrait être imaginé en fait aujourd'hui comme action, ou voilà, pour permettre en tout cas de pouvoir, dans notre consommation, dans notre manière d'être en tant qu'espèce, tenir compte que la planète sur laquelle on vit a des ressources finies, parce que c'est ce qu'on est en train de nommer maintenant depuis presque une heure, c'est-à-dire que effectivement, on sait aujourd'hui que la planète a des ressources finies, que notre consommation va au-delà des ressources de notre planète, mais alors, quid de ce constat-là, et qu'est-ce qu'on pourrait finalement imaginer, ou dans quel sens on pourrait aller? Je pense, non, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est pour vous trois. Positif, critiquer c'est facile, dire truc positif c'est. Alors déjà, effectivement, je vais essayer de partir sur une note d'espoir parce que faut partir. Déjà, on a une planète, c'est vachement bien, quand même. On a cette chance-là, donc ça c'est plutôt chouette. Non mais au sens où en fait, effectivement, avant de terraformer Mars, gardons la Terre habitable, quoi. C'est déjà énorme. Puis si on a les technologies pour faire ça un jour, bon. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. On a quelque chose de précieux, et au final, d'ailleurs, il y a un abus de langage qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, de la part des sphères militantes, dont je ne me solidarise pas, c'est pas la question, mais les choix linguistiques ont un sens. On dit souvent sauver la planète. Ça n'a aucun sens. On ne va pas sauver la planète. Ce qu'on est en train de sauver, je vais reprendre avec l'exemple de la pomme, c'est ce qui grouille sur la peau de la pomme. En fait, il s'agit de sauver le vivant. Enfin, la biodiversité, enfin une certaine quantité de biodiversité qui ne pourrait pas survivre aussi. Donc sauver notre espèce en réalité, c'est notre peau qu'il faut sauver. Hein, notre peau est celle de milliers, centaines de milliers d'espèces qui, en fait, qu'on entraîne dans notre chute. C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi pouvoir le redire parce que la planète, elle continuera d'exister, hein, sans nous. Il n'y a pas de problème. Elle changera encore. Voilà, ça a été brillamment rappelé ce soir. Des cycles très longs sur des milliards d'années, il y en a toujours eu, qui ont fait bouger en fait certains paramètres. Donc la planète continuera d'exister jusqu'à sa fin inéluctable, évidemment, mais ça c'est dans très longtemps. L'autre élément sur lequel je voudrais vraiment appuyer, je pense, parce que après avoir réalisé des études, notamment sur ce que disaient les commentaires sur les réseaux sociaux, je me suis amusé à faire ça, une étude qui était assez énorme en termes de corpus, puis il s'agissait de regarder pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron comment les gens parlaient du climat. Donc c'était sur Facebook, YouTube, Twitter, enfin on lit plein d'horreurs, plein de choses super sympas évidemment. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les individus, enfin vous et moi, en fait, on est très sensibles aux exemples positifs. Et hélas, peut-être, alors je dis à mon corps défendant, enfin je veux dire, au contraire, je suis aussi coupable de ça, parce que c'est vrai qu'on alerte beaucoup sur les difficultés, parce qu'il faut bien qu'on alerte, il faut bien qu'on dise, il y a un problème et il faut qu'on en puisse en parler pour qu'on comprenne bien qu'il y a un problème. Dans le même temps, il y a des gens partout, alors, prenons la France par exemple, uniquement la France, il y a des gens partout qui lancent plein de choses super, et vous en connaissez. Des associations qui se montent, des initiatives locales, des expériences de démocratie citoyenne, participative, pour tenter de trouver des solutions à des problèmes écologiques. Des boîtes aussi, parce qu'on parle des entreprises, mais entre le grand groupe international et la petite PME, il y a des réalités très très différentes à chaque fois. Des initiatives qui vont se monter pour créer en fait de la technologie qui va essayer de limiter un certain nombre de choses. Enfin, en fait, on est capable, je veux vraiment garder ça ce soir quand même, de créativité et de trouver des solutions à des problèmes. Et peut-être aussi qu'on ne le met pas assez en avant. Ce qu'on voit, c'est qu'on le mesure via les réseaux sociaux, notamment via l'analyse des médias. Quand on met en avant des solutions, en fait, que des gens portent déjà, ça engage les gens. Non seulement ça les engage à se dire, ok, c'est une cause qui est importante pour moi, mais ça les engage à se dire, il se passe des choses, il y a des initiatives. Peut-être que moi aussi je pourrais en monter une, ou participer à une initiative existante. Donc, regardons tout ce qui se fait de bien aussi. Souvent, ça part d'ailleurs des territoires très localement, des petites choses qui en fait contribuent à remettre de la vie, remettre aussi, la recyclabilité des produits au centre, etc. Donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives, sans aller sur des éco-gestes, c'est sans doute pas suffisant, mais c'est déjà énorme d'avoir ça, et de pouvoir pousser petit à petit, parce que ce sont ces petites initiatives-là qui vont justement faire ce changement culturel, et donc ce changement de société, peut-être politique, qui va permettre d'aller vers autre chose. Donc, gardons en tête le fait qu'il y a des choses qui se font, qu'on peut en faire encore évidemment plein, on peut en faire bien mieux, bien plus, mais si vous avez autour de vous, par exemple, des initiatives que vous voyez, donnez un coup de main, tout simplement. Et on ne sera jamais assez
on n'aura jamais assez de bonnes idées pour tenter de faire quelque chose d'intéressant ensemble. Donc moi c'est vraiment ça que je voudrais redire, c'est que, je me répète, je suis désolé, mais on est capable de faire plein de choses sympas. Et vous avez tous, dans votre vie, vécu plein de choses sympas grâce à des gens qui ont été super. Ça existe aussi. donc on a cette capacité en fait là. L'histoire l'a montré, il y a les petites histoires qui peuvent écrire la grande, il y a aussi des petits récits, justement les petits discours qui vont faire le grand récit qui va être apporté une humanité entière. C'est peut-être un peu utopique, mais les utopies ça fait aussi du bien quand elles peuvent vraiment porter quelque chose, porter des actions, du mouvement, de l'engagement. Donc voilà, je voudrais moi vraiment rester sur cette impression-là de dire il y a déjà du positif, on va ancrer du positif supplémentaire et on a les moyens de le faire en réalité. Alors moi, comme je vais être très radical, et je sais que je vais vous faire une proposition, et je sais que vous allez me dire, mais c'est impossible. Mais donc je vais vous y aller doucement. Alors, la première chose, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai présenté 3 problèmes. Problème de gestion de l'abondance, problème de la temporalité, incapable de se projeter loin dans le temps, et problème de la prise en compte des autres pour adopter des mesures qui permettraient de survivre sur cette planète. Ces 3 problèmes, je vais vous présenter une situation réelle où, par rapport à ma douche, qui était simplement une allégorie de notre surconsommation, j'y suis arrivé. Voilà comment j'y suis arrivé. Je fais du bateau, je fais de la voile, et donc sur mon bateau, j'ai de l'eau, mais j'en ai pas beaucoup. Et sur mon bateau, j'arrive à prendre ma douche avec un peu moins d'1 litre. Alors que dans ma douche, c'est à peu près 30. 30 fois moins, et j'en suis heureux et satisfait. Pourquoi? C'est le même individu, c'est le même cerveau, mais c'est le contexte qui a changé. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur mon bateau. Donc je n'ai pas à gérer l'abondance, j'ai à gérer la pénurie. Et je sais que si je surconsomme cette eau, je me mets en danger immédiat. Parce que si vous traversez l'Atlantique et que vous avez bu toute votre eau, vous êtes douché tranquillement pendant 2 heures, au bout de 3 jours, vous n'avez plus d'eau, vous mourrez tous. Donc, en situation de pénurie, je gère sans problème. Deuxièmement, sur mon bateau, je connais tout le monde. Ce sont des amis ou ma famille, donc je les aime. J'ai confiance en eux. Je les aime. Donc, je ne peux pas me permettre de fonctionner de manière égoïste, parce que si je fonctionne de manière égoïste, je vais mettre en péril la vie de gens que j'aime. Je ne veux pas ça. Quand je prends ma douche, chez moi tranquillement, je m'en fous complètement. Troisièmement, sur mon bateau, les gens qui sont avec moi me voient. Alors ça paraît dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire parce que les humains sont très sensibles à l'image qu'ils donnent d'eux. Ils me voient. J'ai pas envie qu'ils me traitent d'égoïste. Donc je fais attention, puis mon épouse très rapidement me dirait « Oh, tu te calmes là avec la douche, il y a les autres aussi. » Ok. Quatrièmement, sur mon bateau, on est 6. Donc mon comportement compte pour 1 sur 6. Quand je prends ma douche, mon comportement compte pour 1 sur 8 milliards. Et là, on a tous le même raisonnement débile. 1 sur 8 milliards, c'est pas ce que je vais faire qui va changer quoi que ce soit, donc autant continuer à prendre plaisir. Et comme tout le monde tient le même raisonnement, c'est la catastrophe. Donc tout ça pour vous faire remarquer que le même individu, c'est toujours moi, Thierry Ripoll, sur mon bateau, j'adopte un comportement qui est en réalité compatible avec les limites de mon bateau. Donc si je suis capable de faire dans un certain contexte, qui est celui de mon bateau, je dois être capable de le faire dans un contexte qui est la Terre, si on modifie le contexte sociétal. Sinon, j'y arriverai pas. Je ne crois pas une seule seconde. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais vous raconter. La deuxième, c'est une petite expérience de pensée que j'ai proposée dans une tribune que j'ai envoyée au monde il y a quelque temps, et je vais vous la soumettre. Imaginons qu'on se retrouve tous sur un bateau, j'aime bien le bateau, on se retrouve tous sur un bateau et on fait naufrage sur une île du Pacifique. On explore cette île et on nous dit, bon ben voilà, on peut survivre, simplement il faut que chacun ne consomme pas plus de 30 litres d'eau par jour. Ok.
Imaginons que moi, Thierry Ripoll, je sois plus riche que vous, plus puissant, plus d'autorité, etc. Et je vous dis, oh, ok, moi, d'accord, vous buvez, vous consommez 30 litres d'eau par jour, et moi je suis désolé, hein, j'ai les moyens, j'ai besoin de 500 litres. J'ai mon gazon, j'ai mon jacuzzi, etc. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever le doigt s'ils sont d'accord avec le fait que moi je vais consommer 500 litres et vous consommez ce qui reste? Personne n'est d'accord. Et pourtant, nous acceptons tous ça. Là, tous vous acceptez ce principe qui est un principe destructeur. C'est le principe qui est au fondement du fonctionnement de notre société, qui se résume par une phrase: chacun a le droit de consommer en proportion de ses moyens. Chacun a le droit de consommer en proportion de ses moyens. Et ça, c'est pas possible. Parce que si vous faites ça, vous allez effectivement avoir des individus qui vont consommer en fonction de leurs moyens. Par exemple, Bernard Arnault émet 60 000 tonnes de CO2 par an. Et à ce moment-là, tous les autres vont dire: mais si Bernard Arnault il fait ça, ben pourquoi moi je me restreindrai? Et là, vous entrez dans un cycle infernal dont on ne peut pas sortir. Donc, ce que vous avez admis sur mon île, parce que cette île dans le Pacifique, c'est la planète dans l'univers, hein, vous avez compris la métaphore. Hein. Si vous avez accepté ce que je vous ai proposé sur mon île, en disant c'est hors de question qu'il y ait un individu qui se mette à consommer ce qu'il veut parce que ça va être au détriment des autres. Vous l'avez accepté sur mon île, mais pourquoi vous l'avez accepté? Parce que vous en voyez les conséquences immédiates, le danger immédiat que ça peut représenter. De quel droit un tel pourrait consommer au point de mettre en danger la vie des autres? C'est pas possible. Donc, maintenant, vous en arrivez à ma proposition. C'est exactement ce qu'il faut faire sur la planète. Et je suis certain qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que la seule solution, pour moi, je ne conteste pas tous les gestes que l'on peut faire, mais la seule solution fondamentale, ça implique que chacun d'entre nous, nous ayons une limitation en termes de consommation. Ce que j'ai appelé un compte individuel d'impact environnemental. Chacun d'entre nous, on a le droit de consommer une certaine quantité, mais on n'a pas le droit de consommer au-delà. Parce que quand on consomme au-delà, en fait, on est en train de tuer d'autres humains et d'autres espèces vivantes. Et pourquoi on aurait ce droit-là? Alors, évidemment, ce que je propose, c'est... Alors pour moi, tout à l'heure, tu parlais de révolution culturelle. Pour moi, c'est une révolution anthropologique totale. Parce que ça consiste à totalement revoir notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Alors, ça paraît impossible aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'y arrive pas un jour. Et je ne sais pas, vous avez peut-être noté qu'on commence à entendre des choses de ce type. Par exemple, récemment, les députés ont voulu proposer une loi qui limitait le nombre de transports de ces hommes d'affaires qui voyagent en jet privé, pour leur plaisir. Vous avez des maires qui ont dit: attendez, là on a un problème avec l'eau, maintenant on ne peut pas consommer au-delà de telle quantité d'eau. En fait, ces deux propositions auraient été impensables il y a 20 ans. Ça veut dire qu'on est en train de s'acheminer vers l'idée que, vivant dans un univers fini, où chacun a le droit de vivre comme un autre, on ne peut pas accepter qu'un ou des individus consomment au point de mettre en danger la vie des autres. Et ça implique une limitation. Et cette limitation doit être, alors tout ça est très discutable techniquement et tout, mais doit être à peu près équivalente pour chacun d'entre nous. Parce que jamais vous n'imposerez à quelqu'un, jamais quelqu'un acceptera de limiter sa consommation s'il sait que son voisin ne le fait pas. C'est l'argument... Moi, je connais pas mal de naturalistes de terrain qui font des investigations sur la faune dans le monde, et il y en a qui prennent beaucoup l'avion pour le plaisir de voir telle espèce. Puis je leur dis souvent, mais en tant qu'écologiste convaincu, ça ne te gêne pas de prendre l'avion? Et ils me disent tous: bah oui, mais vu que tout le monde le fait, bah oui, c'est imparable. Vu que les autres le font, pourquoi je ne le ferai pas? La seule solution, c'est une solution de type de ce que je vous ai proposé. Je sais, vous allez me dire, elle est impossible à réaliser.
Mais soit les humains sont capables d'un peu de créativité, de souplesse mentale et d'abandonner un cadre qui a été très fonctionnel jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne l'est plus, soit ils ne sont pas capables, et ça sera une forme de catastrophe. Les humains vivront toujours sur Terre, mais leur civilisation peut largement s'effondrer sur plein d'aspects que moi je trouve magnifiques. Juste ça fait penser, c'est très bref, on a bien un code de la route pour limiter les vitesses. Absolument. On peut faire un code de l'environnement ou de l'écologie. Absolument. Souvent, les gens, quand je présente ça dans des conférences, me disent « Oui, mais c'est liberticide ». Mais c'est quoi la liberté ? J'ai pas le droit de violer une femme belle que je trouve dans la rue. C'est liberticide ? Ah non, c'est pas liberticide, parce que, de manière évidente, on sait que je vais nuire à quelqu'un. Mais c'est exactement pareil en termes de consommation. Comment accepter que des gens consomment à outrance quand on sait que leur niveau de consommation met en danger la totalité des humains? Pour moi, c'est pas acceptable. Donc il faut revenir sur ce principe de base. Chacun a le droit de consommer en fonction de son compte en banque. Non, notre compte en banque, c'est pas lui qui est primordial. Notre compte en banque, c'est la planète. C'est elle qui compte. Oui, non, pour appuyer ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut qu'on change nos valeurs, en fait, tout simplement. En fait, quand il y a quelque temps, il était bien de bon ton de dire ah, tiens, à Paris, j'ai à Paris, ah tiens, le week-end prochain, là, j'ai 3 jours à Lisbonne. Ah oui, super. Et tu vas comment? En avion. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 2 fois 2000 km ou 1500 km en avion pour 3 jours à Lisbonne? Ben non, en fait non. Enfin, la réponse aujourd'hui c'est non. Et donc, quand je dis changement de valeur, ça veut dire que peut-être que la prochaine fois qu'on vous raconte ce genre d'absurdité, ou ah tiens, je vais passer une semaine en Thaïlande pendant les vacances. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pendant une semaine en Thaïlande pendant les vacances, non? La prochaine fois, peut-être qu'il faudra simplement dire, mais ah bon, mais tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un changement de valeur. Alors, il va se faire progressivement, il se fait déjà dans la jeune génération, on peut le constater. Moi, je ne suis pas végétarien. Mais je pense franchement qu'on va vers un régime clairement végétarien. Et parmi les jeunes générations, il y a de plus en plus chez les ados, c'est assez marquant, d'ados qui mangent de moins en moins de viande. Et on y va, et c'est naturel, et ce sera tout à fait naturel, et peut-être que dans un siècle, on se dira, mais comment on a pu manger de la viande? Donc évidemment, alors moi j'approche des 50 ans, donc je ne fais pas partie de la jeune génération, vous l'avez compris, donc j'ai encore quelques réflexes de l'ancien monde, mais clairement, on est en train de changer de système de valeurs. Et ça ne fonctionnera que comme ça, ou sinon, eh ben, effectivement, ce sera des catastrophes brutales, on se prendra dans la figure, et on s'adaptera, on ne s'adaptera pas, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est très créatif, et effectivement, il faut quand même nous espoir, et je pense qu'on a tout à fait les moyens de s'en sortir. Ça me paraît absolument évident. J'ai envie de... Alors, on a dépassé notre temps de discussion, mais qui était, il me semble, très intéressant. J'aurais envie de vous passer la parole dans la salle. On peut peut-être se laisser 10 minutes, je regarde les organisateurs, pour se poser des questions et échanger. Et puis aussi, si les internautes ont des questions, que vous puissiez nous les poser, ceux qui ont accès aux questions des internautes. Alors nous avons 2 questions, 3 questions. Alors vous pouvez poser des questions parce qu'en termes d'impact environnemental, c'est très faible. Il y a des micros qui devraient arriver. On a 3 questions à peu près dans cette même une ici et 2 là. Oui, alors, on m'entend? On vous entend bien. Une chose qui me venait à l'idée en vous écoutant, avec les différents intervenants, c'était qu'est-ce qui peut faire qu'on accepte de changer notre comportement de consommateur, par exemple, consommer moins. Bon. Alors l'idée qui me venait, c'est en rapport à la fois avec la temporalité, avec l'addiction, avec la question de la motivation. Pour se lancer dans un comportement, pour adopter un comportement différent, il faut avoir au minimum l'impression, il faut avoir une idée de ce que ça va avoir de bénéfique. L'idée, on l'a, c'est que la planète reste vivable. Il faut avoir l'idée
qu'on a un minimum de chances de réussir. Pour se lancer pour passer à l'action, il faut penser qu'on a des chances de réussir. Et puis, il faut aussi, je pense, pouvoir commencer à constater l'effet du changement de son comportement. Et là, ça pose la question de la temporalité, de l'échelle de temps. Si les gens se mettent à consommer moins, par exemple, entre autres, est-ce qu'ils vont en voir les effets? Là c'est en rapport avec la question de motivation sur le plan psychologique. Ça me paraît, tout ça est des difficultés pour changer de comportement. Ça me fait penser, enfin, je reprends mon analogie de tout à l'heure, parce que je pense qu'elle est pertinente, enfin, modestement, j'espère qu'elle l'est. Le code de la route. Typiquement, ce sont des limitations. Ça permet de réguler en fait, le trafic, les interactions entre automobilistes et réduire le nombre de morts. Je rappelle que le port obligatoire de la ceinture de sécurité, c'est très récent, et ça a permis de faire des progrès considérables qu'on a rapidement pu mesurer. Il y a plein de choses, plein de changements radicaux en fait, que nos sociétés très récemment ont fait depuis un siècle, qui n'étaient absolument pas du tout évidentes avant. Je rappelle l'abolition de la peine de mort en France, c'est très récent, d'accord, dans l'histoire du pays, et ça invite des choses, oui, tout à fait, des choses vraiment fondamentales. L'autorisation de l'avortement, l'autorisation du divorce, on peut aller sur plein de sujets de société, et finalement, ce que je me disais là tout à l'heure, en écoutant un peu tout ça, c'est le droit, quoi. Enfin, on est capable de créer des lois, on est capable de créer en fait des manières de réguler la vie en société pour que une majorité de gens puissent, de manière consciente, de manière responsable, vivre ensemble de manière tout à fait paisible. Donc le droit, ça existe, c'est quelque chose qui est quand même propre aux sociétés humaines, quelque part, d'une façon ou d'une autre, écrit ou oral, mais on est capable de créer des nouvelles règles. Ces nouvelles règles, on est capable de les mettre en application, on est capable de mesurer les changements rapidement, y compris des règles qui sont des changements de société majeurs en réalité. Donc pourquoi pas sur ces sujets-là? Je pense que peut-être qu'il y a besoin d'avoir un peu de courage, en l'occurrence, et pas avoir trop peur des conséquences, peut-être aussi. Mais à mon avis, voilà, ça peut être une piste parmi d'autres. Alors, il y a plusieurs choses à répondre à votre question. La première, c'est effectivement la temporalité. Si je reprends le cas du tabac, évoqué tout à l'heure, si après avoir fumé une cigarette, vous êtes certain d'avoir un cancer dans l'heure qui suit, ne la fumez pas. C'est tout, c'est une question de temporalité. Je veux dire par là que nous vivons une catastrophe d'un point de vue environnemental, mais personne ici n'en a encore souffert. Personne. C'est ça qui est incroyable, c'est que la planète est en train d'être détruite, mais personne n'en souffre. Donc c'est très difficile d'agir, précisément parce qu'on n'a pas d'impact charnel, quelque part. Donc malheureusement, il va falloir attendre, ça se produit de plus en plus, que l'impact soit réel sur nos vies au quotidien pour qu'on acceptera un changement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport à la proposition que je faisais, par exemple, c'est très important de montrer ce qu'on a à gagner. Je n'ai pas eu le temps de le faire, hein, mais effectivement, ma proposition conduit à une amélioration de la vie sur beaucoup d'aspects. Mais par contre, ça conduit à une diminution du niveau de vie. Et oui. Mais moi, personnellement, je suis un Français moyen, hein, je veux dire, hein, le salaire de prof d'université, c'est pas trop mal, mais je ne suis pas riche. Hein. Mais il est clair que si on adoptait la proposition que je fais, mon niveau de vie, il régresserait. Mais si je suis convaincu que ça peut être au bénéfice des autres, et y compris au mien, parce que je pense que ça peut être à mon bénéfice aussi, je signe des deux mains. Voilà. Donc, il faut aussi pouvoir montrer l'intérêt. Mais pour moi, l'obstacle majeur, c'est encore un archaïsme qui est issu de notre passé d'Homo sapiens, malheureusement. C'est notre comportement tribal. C'est quoi? C'est ce que les anthropologues appellent ça l'altruisme paroissial. Ça veut dire que je défends les gens qui sont comme moi, parfois au prix d'une menace vis-à-vis des gens qui ne sont pas comme moi. Le racisme en est une expression, par exemple. Hein. Mais la compétition internationale, c'est une expression à un niveau assez sophistiqué de quelque chose d'extrêmement archaïque.
Le russe ne se voit pas comme un Ukrainien, l'Ukrainien ne se voit pas comme un russe, le juif ne se voit pas comme un Palestinien, le Palestinien ne se voit pas comme un juif. Et moi, je ne me vois pas comme un Chinois, et le Chinois ne me voit pas comme un Français. Donc chacun défend sa tribu, chacun adopte un comportement égoïste qui résulte de cette compétition, et tant qu'on en est là, tant qu'on fonctionne comme de bons vieux chimpanzés, on ne résoudra pas le problème de la planète. Donc il faut que l'humanité passe à un niveau tel qu'il envisage de considérer Homo sapiens comme une entité et pas nos pays comme des entités à protéger. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est pour moi l'obstacle le plus fondamental. Est-ce qu'il y a une question sur Internet? Non. Alors dans la salle, peut-être on peut se laisser une ou deux questions avec des réponses succinctes, parce que l'heure passe. Et que là aussi, nous avons un temps fini et pas infini. Ma question, en rapport avec ce que disait M. Ripoll tout à l'heure, vis-à-vis de notre cerveau qui est finalement très archaïque et qui est resté bloqué au néolithique finalement, et qu'on a du mal à s'adapter. En rapport à ça, on sait que les espèces disparaissent régulièrement, normalement. En gros, tous les millions d'années, une espèce disparaît. Là, actuellement, il y a une catastrophe qui conduit à disparaître beaucoup plus vite, ce qui est dommage. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas, nous, au bout de 10 millions d'années, nous-mêmes, enfin, parce que notre cerveau n'est pas capable de s'adapter, à l'aube de notre propre disparition, tout simplement parce qu'on n'est plus capable. Et est-ce que la crise climatique et la crise de la biodiversité n'est peut-être pas associée finalement à notre mort naturelle, mais on se suicide et on veut emporter le maximum d'autres avec nous? Oui, c'est une possibilité. Les biologistes développent maintenant le concept de succès évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des mutations, donc au sens génétique du terme, qui donnent un avantage adaptatif à certains individus ou à une espèce, mais cette mutation est momentanément favorable et ensuite se retourne contre elle. C'est ce qui se passe avec les cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse est une cellule qui a muté, qui a un avantage adaptatif sur des ressources, des cellules saines. Le problème, c'est qu'elles se développent de manière tellement outrancière qu'elles finissent par tuer l'humain sur lequel elles se développent, et donc elles s'auto-détruisent. Alors, on peut craindre ce scénario. Pour moi, c'est une possibilité, mais je fais le pari, un pari optimiste, parce qu'il me semble que c'est rationnel d'être optimiste, parce que si on est certain d'avoir perdu, on a perdu. Donc je fais le pari optimiste que les humains pourront avoir la possibilité de changer un peu leur logiciel en termes d'organisation sociétale, parce que c'est ça qui peut jouer. Notre cerveau, il ne va pas évoluer. Il va évoluer, mais sur des centaines de milliers d'années. Par contre, on peut faire évoluer notre société. Je pense que c'est possible. En tout cas, j'ai envie de faire le pari comme quoi c'est possible, mais je n'ignore rien des difficultés qu'il y a. Mais par contre, l'espèce humaine ne va pas disparaître, c'est ça le problème quelque part. Parce que si on a une catastrophe environnementale comme elle se profile, les humains vont sans doute survivre, mais par contre, c'est tout ce que nous avons créé de magnifique, beaucoup d'éléments de notre société, l'art, la science, la démocratie, tout ça risque de disparaître. Et la violence risque de se manifester de manière outrancière. Alors, je ne pense pas que ça conduira à la disparition d'Homo sapiens, mais ça peut conduire à une régression de notre civilisation, et je trouve que ça serait dommage. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humain dans certains endroits de la planète. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je voudrais apporter un témoignage. Pendant 7-8 ans, j'ai vécu l'expérience des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que j'étais agriculteur, donc je vivais avec les abeilles, et donc j'ai bien connu. Et donc, elles m'ont appris des choses. Je me suis aperçu d'abord que les abeilles, ce sont des êtres sociaux, donc elles ont certains points communs avec nous, et ça peut être intéressant de connaître. Donc, dans une première partie de leur vie, elles vivent dans une boîte, une ruche, ça peut être naturel ou artificiel, et en fait, elles ont une structure, une organisation extrêmement sophistiquée. Ils sont capables d'avoir différents métiers, de s'organiser, de gérer leurs ressources aussi. Elles vont faire des réserves, elles sont capables de passer des hivers
extrêmement rigoureux, et ça se passe très bien. Donc, à notre différence, c'est qu'elles ont un recul de 40 millions d'années, donc elles ont pas mal d'expérience. Et il y a un phénomène très curieux, c'est un beau jour, elles vont quitter ce monde social, elles vont devenir des butineuses, et donc elles vont aller ramasser du miel. Et là, ça devient très intéressant parce que nous avons un rapport à la nature qui est un rapport de prédation. Alors, ça pouvait se comprendre à une certaine époque, parce que nous étions peu nombreux, il y avait des ressources, ou alors on savait aller les chercher en émigrant. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais par contre, elles ont mis au point un autre système, qui est la coévolution. C'est-à-dire qu'elles ont fait un pari avec les fleurs, et elles ont dit, écoutez, on va faire un accord, un deal, c'est-à-dire que on va participer avec vous à votre reproduction, on va vous aider à vous développer, et en retour, vous allez nous nourrir. Et avec ce contrat de coévolution, ils ont permis aux fleurs d'évoluer énormément, et les abeilles aussi ont évolué. Et donc, je dirais que c'est la preuve d'un succès d'une société qui a été capable de tirer profit de son environnement, et c'est un succès réciproque. C'est un contrat gagnant-gagnant. C'est peut-être pour ça que nous, on n'a pas réussi à faire ce contrat pour l'instant. Alors, quelles seraient peut-être les solutions pour arriver à faire un contrat? C'est déjà de prendre conscience que nous sommes des êtres sociaux et nous sommes des êtres, entre guillemets, dénaturés. C'est-à-dire que nous vivons dans un système qui est complètement en dehors de la nature. On tire partie des ressources de la nature, mais nous sommes des êtres sociaux. Donc, la solution qu'il faudrait peut-être, c'est admettre que la nature a des droits, au même titre que les êtres humains ont des droits. Donc, ça veut dire, par exemple, concrètement, que des éléments de la nature devraient avoir une personnalité morale. Donc ça existe déjà pour des fleuves, par exemple. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui m'est personnel, de mon passé d'agriculteur. C'est que je me suis aperçu que les fleurs étaient en train de disparaître, les fleurs sauvages. Dans les prés, il n'y a pratiquement plus de fleurs. Et sur les fleurs sauvages qui existent, et où il y a une certaine biodiversité, c'est le long des routes. Et aujourd'hui, on a des appareils extrêmement performants qui font qu'on est en train de détruire la biodiversité au niveau des fleurs sauvages. Donc moi, je me suis battu au niveau de ma commune, bon, ça peut marcher, mais on pourrait dire aussi que peut-être que les fleurs de bord de route pourraient avoir un statut juridique et pourraient faire valoir un endroit. Et je pense de ce point de vue-là qui pourrait être intéressant, parce qu'on arrive à faire pénétrer des problèmes environnementaux qui ne sont pas des problèmes humains dans un système humain par l'intermédiaire du droit. Et c'est peut-être par là qu'on peut peut-être arriver à faire créer une nouvelle équipe. Voilà, c'est tout ce que nous faisons. Très rapidement, parce que je sais qu'on perd le temps, mais c'est hyper intéressant cette notion-là. Il y a de plus en plus de travaux, justement, vous l'avez dit, donc c'est super, de comment attribuer des personnalités juridiques à des fleuves. Le Parlement de la Loire, il y a aussi tout ça récemment, là. Il y a beaucoup de recherches sur ces questions-là, juridiques, et effectivement, la difficulté, c'est que on s'est construit, en fait, ça me fait penser aux travaux de Philippe Descola, l'anthropologue, sur la nature et la culture, parce que dans les sociétés occidentales, on s'est construit comme étant différent de ce qui était naturel, comme, voilà, on pourrait aller très très loin avec ça, avec Descartes et compagnie, sur le fait que, voilà, en fait, l'homme est là pour dominer la nature. Ça rejoint l'histoire aussi d'un certain versant du christianisme, etc. etc. Bon. Et dans d'autres sociétés, il y a des travaux en anthropologie qui montrent ça bien, il y a plein de sociétés où en fait le fleuve du coin, certains types d'animaux étaient considérés comme des personnalités, des personnes même ayant des véritables droits. Alors, pas écrits mais oraux par exemple. Et donc c'est possible, on l'a déjà fait par le passé, ou on le fait déjà dans certaines sociétés de par le monde. Donc effectivement, moi je pense vraiment qu'une des pistes c'est d'abord effectivement la question juridique, le droit en général, soit pour limiter, soit pour octroyer des droits effectivement à des éléments dits naturels, mais nous on est naturels aussi, hein, on est une espèce naturelle comme les autres. Enfin pas comme les autres en l'occurrence, mais à la base si. Et l'autre élément, parce qu'en fait je pense aussi qu'il faut pouvoir emmener tout le monde, et il y a beaucoup de discours polarisants aujourd'hui, sur ce sujet-là, ou sur d'autres d'ailleurs. Il faut être absolument ou pour ou contre, etc. Et on a besoin de tout le monde, et je pense qu'il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont.
avec un véritable effort d'accueil, de bienveillance, d'accompagnement, pour ensuite qu'on puisse s'emmener tous les uns les autres, faire cette promenade ensemble pour aller vers du mieux. Mais moi je pense effectivement que la piste juridique est clairement l'une des plus probantes à mon avis, entre autres. Mais elle est très intéressante, c'est celle qu'il faut approfondir, je pense. Avant de conclure, est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce qu'il y a une question des internautes? Toujours pas. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ou est-ce qu'on... Je vais juste revenir sur ce qu'a dit M. Ripoll concernant les 9 éléments à ne pas dépasser. Et vous avez dit qu'il y en avait 4 qu'on avait déjà dépassé, 4 limites. Oui. Vous pouvez nous citer les 9 et les 4 qu'on a dépassés? Alors de mémoire, il y a le CO2, il y a la biodiversité. Et alors là, je ne suis plus certain. Il me semble qu'il y a aussi le cycle du phosphore et de l'azote, mais il faudrait vérifier. Ah, en tout cas, peu importe, mais l'idée importante, on a les moyens scientifiques d'identifier des limites à ne pas franchir. Et il y a un assez fort consensus pour dire attention, si on les franchit, il peut y avoir des effets extrêmement brutaux, irréversibles, qu'on ne pourra plus du tout maîtriser. Et on voit, ça a été proposé dans les années 2010, ça, mais chaque année on essaye de voir où on en est par rapport à ces limites, et on voit qu'on s'en rapproche de plus en plus rapidement et qu'on est en train de les dépasser. Et ensuite, le système, cet énorme système qui est la planète, il n'est plus maîtrisable, il n'est plus contrôlable, il nous échappe. Et c'est important de comprendre qu'il y a des effets à seuil. Par exemple, on sait que si la température s'accroît trop, il va y avoir une fonte du permafrost, donc toute cette zone qui se trouve notamment en Asie, une immense zone qui pourrait dégeler. Et en dégelant, il y a des émissions énormes, notamment de méthane, qui se rajouteraient brutalement à nos propres émissions. Et donc, vous voyez, ce n'est pas linéaire l'effet. Et ça, il faut être extrêmement vigilant là-dessus, parce qu'il peut y avoir une espèce d'emballement qui devient catastrophique. J'ai envie de vous dire merci. Alors, Monsieur Fossé nous a dû nous quitter à 22h comme prévu, mais en tout cas, j'ai envie de vous remercier tous les trois pour la clarté, la richesse de vos propos. J'ai aussi envie de remercier, comme en introduction, l'association Planète Science d'avoir quand même permis cet échange et ces débats ce soir que je trouve toujours fort intéressants. Si j'avais à synthétiser un peu finalement ce qu'on se dit en une minute, c'est que le constat est clair, que finalement on a les moyens de repérer un peu vers quoi on va. Le constat peut être aussi parfois, et c'est ce que je disais en introduction, anxiogène, mais ce que je retiens aussi, c'est qu'on a quand même de nombreuses pistes finalement à explorer pour que les choses puissent évoluer autrement, pour qu'on puisse finalement expérimenter d'autres manières de vivre ensemble. Et puis, peut-être ça c'est une valeur qui me tient à cœur, c'est aussi la question de comment travailler le lien et de fédérer entre nous, c'est-à-dire là où on peut être dans un système où on peut être pris par une volonté, enfin pas par une volonté parce que je suis pas sûre qu'elle soit volontaire, mais en tout cas par un mouvement où ça pourrait nous désolidariser, d'essayer de retrouver des espaces ou des endroits du collectif, du vivre ensemble et du fédéré. Et je crois que moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé ce soir en vous écoutant, que ce soit finalement dans des actions et dans des décisions politiques, que ce soit finalement au local, parce que c'est aussi ce que je retiens, c'est qu'il va falloir que les deux aspects puissent coexister. On a pris en compte l'urgence climatique et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'éco-anxiété, de choses comme ça. Et je sais que pour le dépasser, il faut passer à l'action. Et ce passage à l'action nous met franchement en danger. Et là, par exemple, ce dimanche, j'ai appris qu'à côté de la Ferté-Bernard, on va avoir un énorme projet qui est l'épitome de la surconsommation qu'on a ici.
Et je me dis, je devrais me mobiliser contre ce projet, mais je me dis, malgré tous les désagréments que ça a, en termes d'atmosphère, de perte de terres arables, de mobilité douce, d'émissions de gaz à effet de serre, et ben, j'ai très peur de m'engager pour ce projet. Vous voyez, individuellement, j'ai besoin des autres, par exemple, pour le faire. Et je me demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez eu finalement une vision assez positive, mais assez... On reste dans le théorique, donc on se dit oui, on va être gentil, tout ça, mais dans le dur, c'est pas pareil. Moi, c'est pas théorique. La proposition que je vous fais, elle est totalement concrète. Et en plus, elle est vraiment très concrète. Difficile à mettre en place, mais elle est très concrète. Après, moi, je pense que il faut que vous agissiez, même il ne faut pas avoir peur d'agir seul. Un élément positif quand même que je voudrais rappeler, c'est que ceux dont on parle ici, ceux que vous avez entendus ce soir, on ne l'aurait jamais entendu il y a 40 ans. Quelqu'un, il y a 40 ans, viendrait là, il délire sur quoi, là? C'est quoi leur problème? Je dis ça parce que Homo sapiens, ça a 300 000 ans à peu près. Hein. Et la prise de conscience du fait qu'on est en train de buter sur les limites de la planète, elle date de quelques années. C'est pas de chance, il y a eu à peu près 7000 générations d'Homo sapiens, ça tombe juste sur vous. C'est pas de chance, hein. Vraiment, après ça sera différent, et avant, il n'y avait pas le problème. Donc il faut bien voir que cette prise de conscience, elle est très récente. Alors il y a des avant-gardistes, mais au niveau de la population globale, elle est très récente. Donc il ne faut pas s'étonner non plus que les actions soient lentes à venir, parce que ça commence à peine à rentrer dans nos cerveaux. Bonsoir. Donc je vais rebondir sur ce que dit Marine, qui est une de mes amies. Il se trouve que beaucoup de gens ont dû me voir dans les journaux parce que je me bats contre un entrepôt qui va se monter juste en bas du château d'Alice de Monaco. Et c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et je trouve difficile en tant que citoyenne, femme, mère, de faire entendre ma voix, celle des gens de l'association. Et je me demandais comment est-ce qu'on arrive à une émulsion. Parce que la dernière réunion publique, on a eu 70 personnes sur la Ferté-Bernard, ce que je trouve bien, mais relativement peu au vu de ce que j'ai entendu. Alors, juste très clairement, c'est pas toujours facile, parfois c'est très compliqué. Il y a plein d'exemples. Quand on s'engage et qu'on a des discours, ça m'est arrivé sur les réseaux sociaux par exemple, et qu'on se prend en fait des mails de harcèlement, de menaces, ça arrive aussi, ça m'est arrivé, c'est pas sympa non plus. Mais, il y a plein d'exemples, partout dans le monde, en France il y en a aussi, de projets qui ont capoté grâce à des mobilisations locales. Alors, il n'y en a pas des milliers par an, mais il y en a quand même, c'est assez significatif. Ou des condamnations de l'État, ou bien un conseil d'État qui va retoquer quel projet. Là, les fameuses... on parle beaucoup de l'autoroute, c'est possible que ça n'aboutisse pas du coup. On a parlé aussi de mobilisation des méga-bassines, là pour le coup il y a eu un coup d'arrêt juridique. Donc on peut faire, s'il y a des projets qui effectivement sont complètement écocidaires et qu'on a envie d'y aller, si on a envie d'y aller, il faut être très clair, ça ne sera pas facile, ça va être compliqué, il y a des moments où on aura super peur, il y a des moments où ce sera très désagréable. C'est pas grave, il faut le savoir en amont, je veux dire. Parce que évidemment, s'opposer, faire changer les choses, ça n'est jamais une promenade de santé. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Et c'est pour ça que 70, moi je trouve ça déjà génial. C'est énorme, 70 personnes. C'est énorme. Parce que si ces 70-là, elles sont vraiment solidaires, elles avancent ensemble, même s'il n'y en a que la moitié déjà, qui sont en noyau dur, qui avancent ensemble. Certains sont dans la salle. Voilà, par exemple. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager par l'ampleur de la tâche, même si ça fait peur, même s'il y a des moments où on se dit mais je ne vais pas y arriver, même s'il y a des moments où on en pleure un bon coup, c'est pas grave. Donnons-nous de l'espace pour nos émotions aussi. Qu'on ait peur, qu'on soit triste, etc., très bien, ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas lâcher en fait non plus, il faut oser traverser ça en fait quelque part. Et puis aussi surtout quand vous entreprenez une action de ce type, en supposant qu'elle échoue, il se peut qu'elle échoue, mais c'est pas très grave.
Parce que du fait d'avoir eu cette action, vous avez participé à sensibiliser la communauté à des problèmes environnementaux. Et c'est cette sensibilisation qui s'exerce à différents endroits de la vie publique qui font que ça rentre dans les représentations des gens. Et donc, même si vous échouez sur le plan très local, en fait, vous aurez eu un impact. Vous aurez communiqué à des gens qui vont communiquer à d'autres gens. Et c'est ce qui fait que la dimension environnementale devient aussi prégnante. Et c'est par petits pas qu'on peut la rendre prégnante au point, à un moment, d'avoir un impact fort sur les décisions, y compris politiques. Donc, il faut le faire. Je vais être obligée de vous arrêter parce qu'on est pris par le temps. Par contre, je peux vous inviter à poursuivre ces échanges à la fin, parce qu'effectivement, ça doit se terminer. On a aussi des contraintes ce soir. Je vous remercie aussi pour vos questions et je vais laisser le mot de la fin au président de l'association. Alors j'espère, au nom de l'association Planète Science, que cette table ronde vous aura plu. Elle aura répondu à certaines questions, à vos attentes. Et j'ai quand même très envie de vous inviter à remercier nos invités et vous remercier vous, public, par vos applaudissements. Merci. Merci infiniment pour la qualité de ces échanges.